l'heure de votre journal d'information sur la première. Yorana, merci de nous rester fidèles. Voici les titres que nous allons développer. Démoustication et surveillance renforcées après la découverte d'un deuxième cas de dengue. Les habitants sont appelés à prendre des précautions. L'heure est à l'inventaire dans les magasins. Cette obligation réglementaire pourrait donner des sueurs froides aux phobiques de la rigueur et des chiffres, mais avec un peu de préparation, il est beaucoup moins chronophage qu'il n'y paraît. Gaston Floss sera-t-il celui qui sera à la tête de l'Union des autonomistes? Les avis devront s'accorder, mais tous les partisans devront accepter le statut de pays associé qui sera une condition. Le président du Amwitair Autenun Amaohi nous en dit plus. Il est notre invité ce soir. On connaît les noms des capitaines des relais collectifs et des porteurs de la flamme olympique. L'entraîneur de l'équipe de France de surf, Hirater Inatouf, en fait partie. Les détails à la fin de cette édition. 4 ans. Cela faisait 4 ans que le virus de la dengue n'avait plus circulé en Polynésie. Aujourd'hui, il réapparaît. Un deuxième cas de dengue autochtone, vous le savez, vient d'être recensé. Et pour éviter une épidémie, des opérations de démoustication sont déclenchées systématiquement. Ce matin, à Mahina, les résidents du quartier n'ont pas caché leur inquiétude. Mérénie Gambla et Nicolas Suir. Tout l'attirail de guerre pour un moustique. Consigne de sécurité oblige pour pulvériser la deltamétrine. L'insecticide doit tuer le porteur de la dengue de type 2 qui a infecté un résident de ce quartier la semaine dernière. Mais ici, quelques inquiétudes demeurent au sujet du produit utilisé. Une très très forte odeur. J'espère pour nous, êtres humains, ça... Alors on a mesuré le produit afin que ça tue seulement les moustiques, mais ça porte pas une maladie aux personnes, donc les personnes ne seront pas malades. 100 mètres de champ d'action suffisent puisqu'un moustique vit rarement au-delà. Toujours pas d'épidémie de dengue pour l'heure, mais attention, car la dernière avait engendré plus de 200 hospitalisations, dont une dizaine en réanimation, mais seulement un décès. Pour éviter de saturer l'hôpital, consultez votre médecin au moindre doute. Il y a 4 sérotypes qui donnent à peu près les mêmes signes et qui, classiquement, dans les formes classiques, puisque tous les cas ne sont pas tout à fait aussi marqués, mais la forme classique, c'est un mal de tête très important avec l'impression de douleur derrière les yeux, une fièvre brutale assez élevée, des douleurs générales, des courbatures et puis des nausées, éventuellement des vomissements, des douleurs abdominales, il y a d'autres choses qui arrivent. Mais vraiment, les premiers signes, c'est ces douleurs derrière les yeux et cette fièvre élevée. Vecteur de maladies redoutables, certaines études démontrent que le moustique est l'animal le plus meurtrier pour l'homme. Mieux vaut donc s'en prémunir en commençant par vider l'eau stagnante autour de chez vous. Et de nouvelles pulvérisations de deltamétrine sont prévues lundi prochain entre 5h30 et 8h. Une opération de destruction des gîtes larvaires est programmée également pour le jeudi 11 janvier de 8h à 11h dans ce quartier de la Pointe-Vénus. Pour les commerçants, le mois de janvier, c'est la grande période des inventaires, si important pour s'organiser pour l'année qui vient. Un travail fastidieux, mais indispensable pour faire les comptes d'une année 2023 charnière pour certains. Pour d'autres, il y a un constat amer, celui des vols en augmentation. Caroline Fary et Patrick Singsi. Par contre, peut-être prévenir la personne, aujourd'hui on est en inventaire, donc on réouvre qu'à 15h. Depuis 7h30 ce matin, la dizaine d'employés de cette pharmacie s'active. C'est l'heure de l'inventaire. On ferme la pharmacie et là, chacun choisit un rayon qui lui est attribué et contrôle tous les stocks. Donc informatiquement, on sort le stock théorique et on compare au stock physique qu'on compte. Et on corrige les erreurs quand il y en a. Aujourd'hui, le contrôle est uniquement réalisé sur le stock et si les erreurs existent, elles sont d'ordre multiple. Difficile à chiffrer, je pense, parce qu'entre le vol et justement les erreurs de stock, ça peut être des erreurs aussi lors de la réception, de manipulation, de choses comme ça. Quand on rentre les produits en stock, ça peut être des erreurs humaines aussi. Compter et vérifier les dates de péremption. L'inventaire des médicaments se poursuivra jusqu'à la fin de la journée. Dans cette grande surface qui emploie 45 personnes, on en mobilise une soixantaine pour un travail bien plus colossal. Il s'agit de contrôler les 15 000 références proposées aux consommateurs. On est en train de vérifier le stock qu'il y a dans notre magasin pour voir si les comptes sont justes. Ça a l'air juste ?
Pour l'instant, on ne sait pas encore. On attend d'avoir les résultats. Je ne fais que récupérer de la partie comptabilisée par les équipes. Donc je procède au scan des quantités effectuées. Pour fluidifier le trafic, chaque employé est chargé d'une zone. L'opération rondement menée s'annonce rapide. On a commencé à 6 heures et on est actuellement 10 heures. Donc on est déjà à la moitié, c'est très bien. Au constat, des vols en augmentation, mais un approvisionnement post-Covid stabilisé. Les produits d'Asie, des États-Unis et de Nouvelle-Zélande arrivent plus facilement. Là aujourd'hui, on sent que nos magasins se densifient en termes d'assortiment. On commence à avoir une offre plus importante pour nos clients entre les premiers prix, les produits à la marque Carrefour et puis les marques nationales et les produits locaux. Le magasin sera fin prêt pour la réouverture dès demain. Au chapitre politique, c'est l'actualité de ce début d'année. Les autonomistes songent à se regrouper pour reconquérir l'électorat. Une union pour sauver le pays, disent-ils, d'un gouvernement trop laxiste et incapable de gouverner. Mais si le Tavini a réussi à se hisser au pouvoir grâce en misant en partie sur le renouveau politique, les partisans d'une Polynésie rattachée à la France en feront-ils de même? C'est une question que nous allons poser tout de suite au doyen et à l'un de ceux qui portent ce projet d'union, à Gaston Floss, Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors, est-ce que vous allez présenter votre candidature pour mener cette plateforme? Non, pas du tout. Je m'excuse, vous répétez ce que le président Moetai a dit hier au soir. Je ne crois pas un seul instant que cette plateforme se fera. L'objectif, c'est de revenir au pouvoir. C'est ce qui les intéresse, répond calmement le président. C'est absolument faux. Ce n'est pas notre objectif. Il n'y aura pas de renversement de gouvernement. Le peuple a choisi le Tavini Huiratira, Moetai Broderson, 2 mois avant les élections, a décidé que c'est lui qui serait président. Mais nous ne pouvons pas laisser le bateau Polynésie couler comme c'est le cas aujourd'hui. Regardez le coût de la vie à 1020 francs le kilo de tomates. Nous allons y revenir, Gaston Floss, mais nous souhaitons savoir ce soir, est-ce que vous allez présenter votre candidature pour mener cette plateforme? Non. Alors, nous avons décidé ensemble avec le président Fritsch que lui-même, moi-même, aucun des présidents des partis de l'opposition ne briguera la présidence. Donc c'est fini. Nous chercherons un homme nouveau, quelqu'un, pas forcément un jeune, parce que c'est vrai que c'est à la mode, les jeunes. Pas forcément nouveau aussi, alors. Mais nous avons vu nos jeunes au gouvernement, c'est pas fameux du tout. Hein. Il faut savoir, aujourd'hui notre bateau navigue, mais sans boussole, on ne sait pas où on va, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de plan. Hein. Mais est-ce que ce sera démocratique dans cette nouvelle plateforme? Est-ce que ce sera démocratique? Le vote sera démocratique pour choisir celui ou celle qui guidera cette union? Bien sûr, nous voterons et nous désignerons, mais ce n'est pas une chose facile. Moi-même, je veux passer le flambeau, mais ce n'est pas facile de trouver quelqu'un. Mais c'est surtout comment reconquérir l'électorat avec vos derniers scores aux élections territoriales. C'est pas le reconquérir, c'est pas le bon terme. Comment servir et bien servir notre peuple qui nous fait confiance? Eh bien, c'est de répondre à ces demandes. Quelle est la demande aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Or, notre président, dès qu'il a été élu, il est parti en Corée du Sud, il est allé voir Macron, il est allé à Nice, il est allé à Washington. Il faut aller dans la population. Quelles sont vos préoccupations? Puisqu'il n'y en a pas un
c'est le coût de la vie. Ça, c'est ça ne peut plus, on ne peut plus supporter cela. 2, c'est le chômage. Il y a 73 000 personnes qui sont sans revenus et qui sont des ressortissants de ce régime de solidarité territoriale, le RST. Et comme il n'y a pas de travail, il n'y a pas de revenus, eh bien, nous sommes dans la pauvreté, les familles sont dans la pauvreté. Vous avez vu les étalages, on va voler dans les magasins, on se débrouille un peu, on fait du steak Ça, c'est frites. votre constat aujourd'hui, Gaston Floss, mais permettez-moi, nous allons revenir sur cette union. Nouihau Loré a confié qu'il n'avait pas encore été contacté. Est-ce que vous comptez rassembler tous les partis autonomistes ou vous souhaitez seulement rester entre vous avec Tevaro Fritsch et Edouard Fritsch? Mais il le sera. Nous avons rencontré Tevaro Fritsch déjà, qui est d'accord. Parce qu'il y a 2 façons de se mettre ensemble. C'est l'alliance où chacun reste avec son parti et son président, mais nous signons un protocole d'accord sur les problèmes les plus importants, les dossiers à l'Assemblée, les élections, etc. Ça, c'est la première voie. La deuxième, c'est de dire il faut fusionner, c'est-à-dire que nous abandonnons nos partis, nous ne serons plus présidents, nous allons former un nouveau parti tous ensemble. C'est le plus difficile à mettre en place, mais le résultat est meilleur avec la fusion. Alors, nous allons décider de la chose ensemble. Et puis, savoir qu'il faut travailler sur le coût de la vie, qu'il faut créer des emplois et aider les familles du RST, les familles pauvres et leur logement. Il y a aussi, Gaston Floss, le statut de pays associé. Ça, vous ne l'abandonnez pas. Non, pas du tout. C'est votre objectif. Donc tous ceux qui adhéreront à cette plateforme devront l'accepter aussi. Il n'y a plus d'autonomie. La Constitution française nous dit vous êtes arrivés au bout du chemin avec votre autonomie. Vous ne pourrez plus progresser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va rester sur place à piétiner alors que l'État français, on voit bien la façon de faire du haut-commissaire, essaye de nous reprendre quelques compétences. On l'a vu au moment de la Covid et encore plus aujourd'hui. Non, nous devons nous regrouper. Mais c'est la souveraineté, pas aujourd'hui, mais un pays souverain associé à la France, ça c'est notre objectif à nous. Mais encore une fois, la population n'est pas sur le statut. Mais ça reste en filigrane de toute façon. Sa vie quotidienne Nous allons y revenir, Gaston Floss. Le coût de la vie, le travail. Nous allons y revenir justement, puisque vous parlez de Moetai Broderson tout à l'heure. Eh bien, je vous propose de réécouter cette réaction du président du pays. Il était notre invité hier soir. Vous y croyez, vous, à un retour en force des autonomistes? Et vous y croyez? Non, je pense que personne n'y croit réellement, même pas ceux qui essaient vainement de reconstruire le radeau de la Méduse pour, je sais pas, la 5e ou 6e fois. Donc non, je n'y crois pas un seul instant, mais bon, après, c'est eux qui sont, comme ils l'ont dit eux-mêmes, je l'ai entendu dans votre interview, l'objectif c'est de revenir au pouvoir, c'est ce qui les intéresse. Gaston Floss, Moetai Broderson parle de naufrage en faisant allusion au radeau de la Méduse. On peut sincèrement remettre à flot un bateau qui a fait naufrage à plusieurs reprises? Non. D'abord, ce qu'il dit est faux. Notre objectif n'est pas de revenir sur ce beau fauteuil sur lequel il se prélasse. Mais nous voulons vraiment sauver la population. Ces 73 000 chômeurs, qu'est-ce qu'on en fait? On va les laisser à regarder là? Non, il faut agir. Alors, il nous a un peu tranquillisé en disant, vous savez, 2023 a été l'année de l'apprentissage, de la formation. Ces jeunes ministres qui n'ont jamais gouverné le pays, laissez-nous
travailler, apprendre notre métier en 2000. Mais en 2024, nous allons bâtir, nous allons construire notre politique. Alors je me suis précipité pour avoir le compte-rendu du premier Conseil des ministres le 3 janvier 24. Alors là, on va voir ce que l'on va voir. Pas du tout. Il n'y avait que 3 dossiers lors du jour de ce Conseil des ministres. Disons que le plus important peut-être, c'était la période des soldes pour l'année 2024. Vous croyez que la population attend ça? Mais est-ce que la trêve des confiseurs ne s'applique pas aussi à tous les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir? Oui, mais on est là pour servir le peuple. Hein. C'est notre devise à nous. L'amour, aimer son peuple, le servir et dans l'humilité. Et pourquoi est-ce que vous n'aviez pas agi avant les élections territoriales? Parce que, quelque part, vous saviez de toute façon qu'aux élections territoriales, s'il n'y avait pas d'alliance, vous allez tous ne pas arriver au pouvoir. Nous étions en retard et je regrette que nous n'ayons pas fait avant. D'ailleurs, il suffit de voir lorsque le Tapurahui Atira et le Amuitahira Atenun Amaoi se sont mis ensemble, eh bien, le Tapura a fait beaucoup amélioré ses résultats. Mais que voulez-vous? La population voulait du changement, voulait des jeunes. C'est tout à fait à la mode, comme le Premier ministre de la France, Attal, 34 ans. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et est-ce que le retour des autonomistes, c'est du changement? Ce sera du changement? Oui, ce sera du changement, comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque Edouard Fritsch ne sera plus président. Moi, c'est fini, il faut tourner la page. Ça y est, vous abdiquez. Et puis les autres également, il faudra trouver quelqu'un qui soit vraiment au service du peuple. Et il y a des noms qui ont circulé déjà, Tepuaror Iter Itei, il y a aussi Tear I Alpha, Lana Tetouanoui par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est de bons candidats. Liste à laquelle nous pensons. Ce sont des personnes qui ont vraiment beaucoup travaillé, ils ont montré leur courage, mais c'est à nous tous à faire ce choix-là. Merci beaucoup, il faut Gaston que la population soit vraiment convaincu que pour nous, ce n'est pas... J'ai tout eu dans ma vie politique. La population décidera. Merci beaucoup, Gaston Floss. Nous allons passer le peuple. À la dernière partie de cette interview, puisque c'est une personne que vous avez connue et avec qui vous avez travaillé par le passé lorsque vous étiez président du gouvernement territorial en 1993. Louis Lepensec, ancien ministre des départements et territoires d'outre-mer de 1988 à 1993, est décédé à 87 ans. Celui qui était arrivé rue Oudinot au moment de la signature des accords de Matignon fut un acteur important dans le processus de paix en Nouvelle-Calédonie. En Polynésie, il a été l'un des artisans du pacte de progrès économique, social et culturel après la suspension des essais nucléaires. Gaston Floss, qu'est-ce que vous retenez de cet ancien ministre avec qui vous avez pu travailler? Il faut savoir que nous avons, par exemple, travaillé pour promouvoir l'autonomie en 1984. Le président de la République était François Mitterrand, un socialiste. Évidemment, il faisait partie du gouvernement socialiste. C'était un socialiste. Mais nous étions vraiment en bons termes et il a aidé le pays également. Et nous adressons à sa famille nos condoléances les plus sincères parce qu'il a été un bon ministre de l'Outre-mer, on ne peut pas le cacher, il a le sourire, le dialogue avec tout le monde. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, je vous en Gaston prie, Floss, d'avoir répondu à nos questions ce soir.
Il vous a certainement manqué après 8 jours de fermeture. Je vous parle du marché Mapuru à Paraíta, traduisez le marché de Papeete. Après des coups de pinceau, de nettoyage haute pression et de désinsectisation, le cœur de la capitale a rouvert ses portes ce mercredi pour le plus grand plaisir des habitués. Le reportage de Stéphane Ratino et Jérôme Lee. Il ne saurait avoir de réveil à Papeete sans le doux frémissement du marché. Une sorte de brouhaha dans un mélange de couleurs et de saveurs promises, logé dans l'étirement du jour. Ce matin, pour la reprise, le petit palpitement d'un chant d'horreur à mi-voix. Une petite affluence pour commencer, mais le cœur heureux pour ceux qui reviennent après une si longue absence. C'est bien la première fois qu'on ferme aussi longtemps. Habituellement, c'est 3-4 jours, grand max peut-être 5 jours. Mais là, 10 jours, c'est vrai que ça fait long. Mais je suis très contente de ma reprise aujourd'hui. Le fait de revenir ici, ça fait trop du bien. Comment tu trouves le marché là? Ah là, il est plus propre et plus beau qu'avant, je trouve. Bon, même si je pense qu'il doit avoir un peu plus d'amélioration, c'est beau. Comme vous le voyez, l'ouverture du marché à nouveau, eh bien, c'est comme une pièce de théâtre. Le rideau va se lever peu à peu, notamment sur les stands dédiés à l'artisanat. Vous le voyez, c'est du côté du snack qu'il y a déjà du monde. Les habitués, les gourmets, les clients du petit matin sont là. Ils nous disent tout est vraiment parfait. Le rendez-vous des matinaux, comme on le dit, d'un peuple qui a ses rites et ses habitudes. Des visages connus, des sourires échangés et une manière de capter de l'énergie pour toute la journée. Bref, un tu et à toi, le plaisir d'un début du monde où personne n'est étranger, le bonjour à un air de famille. Ils sont contents de revenir dans le marché. Parce que le marché, on peut dire que c'est une maison familiale. C'est familial le marché. Il y a des gens qui disent que c'est comme une famille. C'est vrai, il y a des habitués. Oui. Le marché, c'est comme une famille. On s'entraide. On peut travailler ici et il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Et comment tu trouves le marché là? Il est mieux? Il est plus propre? Dans une maison, les goûts et les couleurs, ça ne se discute jamais. Avec le marché de Papeete, résonne désormais à nouveau le bienvenue chez vous. Cette belle annonce maintenant pour clore cette édition d'information. Hira Terinat Oufa fait partie des 3000 porteurs de flammes olympiques désignés par le comité olympique. Avec lui, d'autres champions ultramarins mèneront le groupe lorsque le symbole traversera les territoires d'outre-mer. Tour d'horizon avec Amanda Etifié. Une flamme olympique, des lieux iconiques, au total 69 relais collectifs et en guise de capitaine, des personnalités emblématiques. Parmi les heureux élus, celle que l'on appelle la guêpe, Laura Flessel, la Guadeloupéenne quintuple médaillée olympique et ancienne ministre des Sports, elle portera la flamme du relais collectif pour l'escrime à la maison, sa Guadeloupe natale, le 15 juin dans la commune de Petit-Bourg. Pour le double médaillé olympique Pascal Gentil, ce sera évidemment le taekwondo, non pas en Martinique, mais dans l'Hexagone le 24 juillet à Gennevilliers. Le Polynésien Hira Terinat Oufa, entraîneur de l'équipe de France de surf pour les JO 2024, aura lui aussi l'honneur de porter la flamme à Tahiti sur le spot mythique de Te Aupo le 13 juin. Tout comme la gymnaste réunionnaise Elvire Teza, qui portera haut les couleurs et les valeurs de la gymnastique artistique avec ses coéquipiers le 12 juin à La Réunion. Leur mission, incarner la discipline qui a fait d'eux des champions. Ce parcours de la flamme olympique du 8 mai au 26 juillet nous mènera partout en France et même dans les Outre-mer. 5 territoires ultramarins, dont la Guyane, la Réunion, la Polynésie, la Guadeloupe et enfin la Martinique, vont ainsi vivre un moment historique. Une flamme pour la première fois en Outre-mer qui sera l'occasion de saluer ceux qui ont marqué l'histoire et de mettre en lumière la diversité géographique et culturelle de la France. Mais pas que, l'incarnation des bénévoles et des associations vient renforcer le côté inclusif de cet événement incontournable. La flamme allumée en Grèce le 16 avril parcourra pas moins de 12 000 km avant d'atteindre Paris le 26 juillet. Avec cette question, qui sera le dernier relayeur? Là encore, des champions ultramarins comme Teddy Riner ou Marie-Josée Pérec sont pressentis.
L'information principale retenue pour ce mercredi soir, démoustication et surveillance renforcée. Après la découverte d'un deuxième cas de dengue, les habitants sont appelés à prendre des précautions. De nouvelles pulvérisations sont prévues lundi prochain à la Pointe-Vénus. Ils l'avaient annoncé, ils le font. À la une de votre quotidien demain, le Tapuraï Ahip saisissent le Conseil d'État sur la loi fiscale et le règlement intérieur de l'Assemblée. Après ce journal, découvrez les gagnants de la 10e édition de Prodige. Les finalistes, danseurs, chanteurs et musiciens se produiront devant un jury d'exception et dans un décor féerique. Après cela, retrouvez un documentaire qui tente de comprendre le phénomène du harcèlement scolaire. Merci d'avoir été au rendez-vous. Attention, prudence et vigilance ce soir. De violents orages et de fortes pluies sont annoncés dans l'archipel de la Société qui est placé en vigilance orange. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet